Honorable Diane Leboutillier, Honorable Dominique Leblanc, Marc Galland, Président de l'administration portuaire, dear invited guests and members of the media, good morning everyone. My name is Alain Hébert. I am the Acting Regional Director General for the Gulf Region of Fisheries and Ocean Canada. I will be your MC for this morning. Bonjour à tous, je m'appelle Alain Hébert, je suis le directeur général régional par intérim pour la région du Golfe de pêche Océan Canada. Je serai votre maître de cérémonie pour cet événement. Before we start, I want to note that the land we are standing on is the traditional territory of the Mi'kmaq. The Mi'kmaq people have occupied this land for the past, present, and future, and they're the caretaker of this land. We have to acknowledge that. I hope you won't mind that I take a moment and to give a bit of perspective on our beautiful Gulf region. I'm Mr. Varia of DFO here. The Gulf region is divided into three areas: the province of PEI, Gulf Nova Scotia, which include the Northumberland Strait coast of Nova Scotia and western Cape Breton Island, and eastern New Brunswick, where we are now, and which is comprised of the eastern coast of the province. Au total, la région compte 7000 km de côte, couvrant une superficie de 240 000 km². Ça semble beaucoup, mais cela ne représente que 1% des eaux canadiennes, alors que nous produisons environ 15% de la valeur totale des prises des pêcheries au pays. C'est quand même significatif. Le homard est la pêche la plus importante de la région du Golfe, apportant des millions à l'économie, suivi par le crabe des neiges. Et je ne parlerai pas même de toutes les autres espèces, ça prendrait un peu trop de temps. To allow for all that fishing activity, the Gulf region is home to 114 harbors spread around our three areas. We even have Canada's largest inshore fishing harbor in Escuminac, a little over an hour from here. We are very proud of what we do in the Gulf region and our exceptional team. Our employees know and recognize the importance of their work. Scientists, program people, enforcement officers, support staff. Everybody gives the best of themselves every day to serve their communities and support an industry that is so significant for this part of the country. Nous sommes également fiers de faire partie de cette machine bien huilée qu'est le MPO. Avec nos collègues des autres régions du pays et d'Ottawa, nous contribuons à la mission cruciale de ce ministère, qui est de veiller à ce que les écosystèmes aquatiques et les pêches au Canada soient durables et prospèrent sur le plan économique. Ministre Leboutillier, nous sommes tous heureux et heureuses de vous compter parmi nous ce matin dans cette belle région du Golfe. J'espère que vous plaisiez dans notre province. Vous êtes la bienvenue n'importe quand. With that being said, I now invite you, Minister Leboutillier, to this podium to give us your good news. Good news. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Puis, effectivement, je suis vraiment contente, vraiment fière là, d'être ici aujourd'hui, d'être accompagnée par... non, mais... Mais arrête de rire. D'être accompagnée par le ministre, mon collègue Dominique Leblanc. Dominique, c'est vraiment un plaisir. Puis je peux vous dire que Dominique a toujours très à cœur de travailler pour ses communautés. Dominique qui était à mon poste avant, qui était ministre des Pêches, donc avec qui je discute régulièrement pour pouvoir bénéficier de son expérience. Puis aussi, Dominique a pu bénéficier de l'expérience de son père, donc on transmet le savoir. Bonjour à tous. Donc, vous savez, puis je pense que je vous apprends rien quand on dit que nos ports pour petits bateaux sont l'épicentre de nos communautés de pêcheurs d'un océan à l'autre. C'est là où tout se passe. Les bonnes nouvelles, des fois les moins bonnes nouvelles, puis des fois les histoires, toutes sortes d'histoires sur les quais. Hein? Mais tout se passe là, puis ils sont vraiment essentiels, comme je disais, là, pour le secteur de la pêche, mais ils soutiennent aussi, nos ports soutiennent toute une économie telle que le tourisme, mais aussi tous les acteurs qui gravitent autour du secteur des pêches, que ce soit les
les gens qui font la construction navale, les gens qui font la réparation de nos bateaux, les transformateurs. Donc, c'est vraiment un moteur économique important pour nos communautés. Puis c'est aussi ce qui revitalise nos communautés, c'est ce qui renforce nos communautés, c'est ce qui crée de l'emploi. Donc, c'est un moteur important, puis c'est une structure de développement économique qui est importante. Puis j'en sais quelque chose parce que je peux vous dire que moi qui viens d'une communauté côtière, déjà quand j'étais jeune, mes parents avaient une épicerie. Puis on faisait de la livraison d'épicerie sur les bateaux de pêche. Ça fait que j'ai appris à conduire par culée, là, sur les quais, dans les filets à l'époque, là, qui se réparaient sur les quais. Puis je peux vous dire que puis les bateaux d'aujourd'hui ont changé comparativement aux bateaux d'avant, parce que quand on descendait la nourriture d'un cale de bateau dans le temps, là, où les gens demeuraient, on n'était plus à la même place. Donc, on voit là comment ça s'est amélioré. Les quais font partie de notre décor, puis ils font partie, comme pour beaucoup de Canadiens, puis ils nous ont vus grandir. Chaque année, plus de 900 d'entre eux sont soutenus par notre gouvernement à travers le pays. Puis il faut beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et d'argent pour que chacun d'entre eux demeure sécuritaire, facile d'accès et en bon état. Puis je veux aussi souligner le travail de plus de 5000 bénévoles. Et là, je vais parler des associations portuaires, des gens qui donnent de leur temps, de leur énergie pour entretenir ces quais-là. Une armée de bénévoles qui travaillent avec ardeur pour fournir aux pêcheurs commerciaux et aux autres utilisateurs des ports et des installations sécuritaires et fonctionnelles. Donc, vraiment, là, je tiens à remercier les gens des associations portuaires. Cela dit, on sait que l'état de certains ports pour petits bateaux, on sait dans quel état c'est actuellement. Puis ça, c'est tant à cause de l'usure normale qu'en raison des changements climatiques qui provoquent des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. On va tous se rappeler là, de Fiona en 2022, qui a laissé des dégâts considérables à travers le Canada atlantique, mais aussi en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Dégâts dont plusieurs se relèvent encore d'ailleurs. Et c'est pourquoi, depuis que j'ai été nommée en juillet 2023, j'ai fait des ports pour petits bateaux l'une de mes top priorités. Le Canada, c'est une nation qui possède le plus long littoral au monde, entouré de 3 océans. Donc, on se doit d'investir dans des infrastructures portuaires résilientes, capables de faire face aux défis climatiques d'aujourd'hui et de demain. C'est non seulement une question de développement économique, mais c'est aussi une question de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, les poissons, les fruits de mer font partie des principales denrées alimentaires exportées par le Canada. Cela signifie des emplois pour plus de 45 000 Canadiens et des débarquements évalués à près de 4,2 milliards de dollars en 2022 pour l'industrie de la pêche commerciale uniquement. Et seulement ici au Nouveau-Brunswick, les pêcheurs commerciaux ont débarqué près de 68 000 tonnes métriques en 2022 pour une valeur de plus de 500 millions de dollars. Cela comprend 280 millions de dollars de homards et 177 millions de dollars de crabe des neiges. Et c'est pourquoi le budget 2024, déposé en avril dernier par notre gouvernement, a fait le choix d'investir massivement dans nos ports pour petits bateaux. 463 millions de dollars sur 3 ans, et ce, dès cette année. Donc, c'est le but là, de nos annonces aujourd'hui. Donc, je suis fière d'annoncer que 70 millions de dollars de ce financement seront consacrés au port du Nouveau-Brunswick, y compris ici, au quai de Cap-de-Casey. Mais j'ai aussi une autre bonne nouvelle pour les gens du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, et cette fois-ci, ça concerne le bar rayé. Comme vous le savez, depuis l'effondrement des stocks vers la fin des années 90, le bar rayé connaît un rétablissement remarquable dans les eaux du Golfe, et ce grâce aux mesures de conservation qui ont été mises en place par MPO et ses partenaires. On va se le dire, il a non seulement remonté la pente, mais il l'a même dépassée, au point de faire compétition à d'autres espèces qui sont prisées dans la région. Partout où je vais, que ce soit en Gaspésie ou ici au Nouveau-Brunswick, les pêcheurs sont unanimes.
il faut agir afin de mieux contrôler ce stock. Je veux leur dire que je les ai entendus, je les comprends, puis je les ai vus moi aussi. Et c'est pourquoi j'annonce ce matin une allocation supplémentaire de 125 000 barres rayées pour le développement de la pêche commerciale communautaire dans les communautés autochtones de la région du Golfe. Cette allocation va s'ajouter aux 50 000 barres rayées qui sont déjà allouées à la communauté autochtone de Natwaganeg, dans le cadre d'un projet pilote visant à développer une pêche commerciale communautaire durable et viable. Au cours des prochaines semaines, le MPO va entamer aussi des consultations avec les pêcheurs commerciaux dans le sud du golfe Saint-Laurent, incluant les pêcheurs d'homards, afin d'évaluer la possibilité qu'ils puissent retenir un certain nombre de barres rayées capturées comme prises accidentelles, et ce, dès 2025. Avec ces mesures, je suis confiante qu'on pourra mieux contrôler le stock de barres rayées, créer des opportunités économiques concrètes pour les communautés côtières, et ce, tout en faisant avancer l'important chemin de la réconciliation. En terminant, je ne peux pas passer sous silence que tous les investissements que Dominique et moi, on vous a annoncés ce matin, rien de tout cela n'aurait été possible si ça avait été des conservateurs de Pierre Poilievre qui ont voté contre toutes, et je dis bien toutes, les étapes du budget de 2024. Puis pour moi, là, les faits, ça reste des faits. Fait que d'un côté, tu ne peux pas dire que tu es régionaliste puis que tu protèges les régions, puis de l'autre côté, t'objecter à une mesure qui est aussi importante que celle qui est prise à matin, puis des investissements qui sont faits. Pour moi, c'est de l'hypocrisie à l'état pur. Je trouve ça déplorable. Puis en plus, c'est vraiment n'avoir aucune idée de ce que vit le terrain. Parce que les investissements qu'on fait aujourd'hui, on se donne les moyens de nos ambitions, on travaille à équiper nos pêcheurs des ports modernes, puis on veut que nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants perpétuent nos plus belles traditions maritimes. Merci à tous. Et maintenant, je veux passer la parole à mon collègue Dominique. Alors, Diane, merci beaucoup, Diane. Merci beaucoup, surtout pour ton travail comme ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne. Merci pour ton intérêt dans les régions côtières. Merci pour ton intérêt dans les Acadiens. Je disais à Marc que Diane est une finissante de l'Université de Moncton. Elle connaît très bien notre région. Elle a habité dans la région de Rexton-Richibouctou après avoir gradué. Alors, Diane, tu es toujours intéressée à la côte acadienne au Nouveau-Brunswick. Puis moi, je suis très fier de t'avoir comme ami et collègue et surtout très fier que notre patron t'a nommé à une portefeuille aussi importante pour notre région que Pêche et Océans. Et la preuve vivante, Diane, de ça, c'est que vous êtes ici ce matin, une belle journée au mois de juillet. Vous avez conduit plusieurs heures de la région de Gaspésie pour être avec nous, pour apporter cette bonne nouvelle. Moi, je suis aussi très content. Je vois mes amis, les députés provinciaux, Jacques Leblanc et Robert Gauvin, qui sont avec nous. Il y a des élus municipaux. Le maire de Cap-Acadie, Serge Legère, merci d'être ici. Martin Mallet, je suis très content de te voir aussi. Martin fait un travail important comme... Hector, veux-tu fermer ton téléphone? Voyons donc, Hector. C'est une conférence de presse, Hector. Il y a des journalistes de Radio-Canada. On ne sait pas, c'est peut-être même en direct, voyons donc. Non, ça ne vient pas d'Ottawa. Non, ferme ça, là. Oh my God. Puis les années 70 veulent le téléphone de retour, là. C'est un flip phone, Hector, un flip phone. Mais je disais que moi, je suis très content d'être ici aussi avec Martin. Travailler pour les pêcheurs, pour le développement économique des côtes, pour l'amélioration des quais, la préservation des stocks, l'économie que Diane et Alain ont bien décrit.
C'est un travail difficile. C'est mené en très grande partie par les pêcheurs eux-mêmes. Leurs représentants, c'est l'association l'Union des pêcheurs des maritimes, qui est un partenaire essentiel pour n'importe quel gouvernement. Mais je sais, pour notre gouvernement, c'est un partenaire essentiel. Diane, vous avez eu des rencontres avec l'UPM et d'autres. Melanie Sonnenberg est ici aujourd'hui. Melanie, bienvenue. It's a long way from Grand Manan, Melanie, to come here to Casey Cape. Alors, je suis très content. Mes amis, je veux remercier Diane. Diane a donné l'essentiel des nouvelles. Diane et moi, on travaille depuis plusieurs mois sur une liste de quais de ma circonscription de Beau-Séjour. Je vois Marc-André et moi et beaucoup d'entre vous, Marc, et bien d'autres qui représentent des quais de la région. On a des projets importants, des projets qui vont coûter plusieurs millions de dollars, mais qui vont améliorer l'état de l'infrastructure portuaire. C'est possible, Diane, parce que tu es allé chercher, comme tu as dit, presque un demi-milliard de dollars supplémentaires dans le budget de cette année pour vraiment réparer les quais après l'ouragan, mais aussi l'usage habituel, la nécessité de les améliorer est vrai depuis très longtemps. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Ma circonscription, j'ai la liste de projets chez nous, puis ça, littéralement, de ma circonscription, ça commence à Cap-Tourmentin, puis ça monte jusqu'à Richibouctou. Alors, il y a des projets presque à tous les quais, mais les pêcheurs qui sont gentils assez de venir avec nous ce matin, on a des détails pour vous. On n'est pas supposé d'annoncer, Marc, des montants. Là, moi, Alain, les fonctionnaires m'ont bien dit, puis je connais ça, comme Diane a bien dit, j'étais ministre des Pêches et des Océans, mais je sais mauditement bien que les fonctionnaires ont une estimée des projets. Parce que si Diane va approuver un projet ici à Casey Cape, il y a comme un montant qu'on, les ingénieurs, l'évaluation disent ça va coûter. Alors, c'est des montants impressionnants. On n'annonce pas le montant précis parce que vous êtes tous des contribuables aussi, vous payez des impôts, vous voulez que ce soit le plus efficace possible parce que c'est un processus d'appel d'offres. Si on annonce le montant que les ingénieurs de pêche des océans pensent que ça va coûter, bien, quelle surprise, les soumissions vont être autour de ce chiffre-là. Si on est chanceux, ils vont peut-être être un peu en bas de ce chiffre-là. Mais Marc, je vais m'aventurer pour dire, juste par exemple, que le projet ici à Casey Cape, qu'on attend depuis un bout de temps, puis c'est un peu mon chez-moi. Moi, j'habite, comme vous savez très bien, Diane était chez nous l'été passé. Moi, j'habite à quelques kilomètres au nord d'ici. Mais juste par exemple, le projet ici à Casey Cape se chiffre quelque part entre 7 et 10 millions de dollars en termes de coûts qu'on estime que ça va prendre pour vraiment améliorer le quai ici chez nous. Alors, c'est une très bonne nouvelle. C'est un projet majeur ici. Et la même chose se répète, comme j'ai dit, à d'autres quais, à Richibouctou, à Cormierville, à Petit Cap, et j'en passe. Là, ce n'est pas la liste finale. Et oui, Hector, à Boc-Appelé, la rampe va être faite. Puis aussi, on a même le dragage qui va être fait. On a pensé, si on dépense des centaines de mille piastres à construire une nouvelle rampe, ce sera dommage que personne ne peut utiliser le quai parce que c'est tout bloqué. Alors, bonne nouvelle, Hector, on va faire les deux à Boc-Appelé. Merci beaucoup. Thank you very much. Et Diane, si vous me permettez juste de dire, moi je suis très, Diane, je te remercie profondément, mais l'autre partie de ton annonce est aussi très importante parce que les pêcheurs ici connaissent beaucoup mieux que moi la présence extraordinaire du bar rayé. Moi, chez moi, à Grand-Digue ici, sur le cap, le soir, après le souper, il y a littéralement des fois 4-5 pêcheurs. Souvent, c'est des grands-parents qui amènent les petits-enfants. Puis, ils sont à la pêche pour le bar rayé juste devant chez moi. Et des fois, je marche pour le voir et demander est-ce qu'ils ont pris du poisson. Et il y a énormément de poissons de bar rayé. Mes amis qui pêchent le saumon. Et Diane, on a eu une rencontre, toi et moi, avec un groupe de Atlantic Salmon Federation. Et eux autres sont convaincus aussi
que le bar rayé mange beaucoup, je ne suis pas scientifique, mais qui mange beaucoup des petits saumons dans les rivières, dans l'estuaire de la région de Miramichi, entre autres. Alors, le fait que vous augmentez les prises de bar rayé et pour les Autochtones, pour développer une pêche commerciale, c'est très bien, c'est très important. Ça va mettre une pression sur les stocks de bar rayé qui va aussi aider d'autres espèces. Mais Diane, que tu es ouvert à parler aux pêcheurs de la région sur la possibilité d'avoir l'entrée à une pêche commerciale ou des bycatch de bar rayé dans d'autres pêches, c'est encore important parce que ça va donner un revenu accru aux pêcheurs de la région. Ça va diminuer la pression sur d'autres ressources marines et ça va rendre content beaucoup de gens qui sont sur les quais ici et partout dans le sud du Golfe en train de pêcher le bar rayé. Moi, je taquine souvent mes amis qui vont à des camps de pêche au saumon où ils payent beaucoup d'argent pour aller pour 2 jours et souvent ils ne prennent pas de poisson. Le bar rayé pour les gens de la région est accessible à tout le monde. C'est ça qui est fun, c'est des jeunes familles, c'est des touristes. C'est une pêche qui est accessible, c'est bon à manger, puis ça encourage, je pense, que ce soit des touristes ou ultimement des pêcheurs commerciaux comme qui sont aujourd'hui ici. C'est toutes des bonnes nouvelles, Diane. Je suis très content, puis tu peux revenir n'importe quel temps. Moi, je suis allé chez Diane il y a 2 semaines en Gaspésie, puis Diane, j'ai apporté aucune bonne nouvelle. Je t'ai fait payer un déjeuner pour moi, puis c'est tout ce que j'ai contribué quand j'étais là. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci, ministre Leboutier. Merci, ministre Leblanc, pour cette bonne nouvelle pour la région, pour le Nouveau-Brunswick et pour les pêcheurs de Cap-de-Casey. C'est effectivement une excellente nouvelle. Marc Galland est président de l'administration portuaire de Cap-de-Casey depuis plusieurs années. Au fil du temps, il a vu beaucoup de changements et de développements ici. Monsieur Galland, je vous invite à venir nous dire quelques mots. Ça fait 70 ans que Marc est président. Ben, pour commencer, je ne suis pas encore vieux de même. Mais... oui, je vais commencer pour la part de l'autorité portuaire et de la communauté. On va remercier Diane pour avoir venu physiquement dans notre communauté, très grandement apprécié. Des bonnes nouvelles pour nous autres, puis pour beaucoup d'autres parts. C'était un grandement besoin pour tenir nos communautés actives de la participation de la pêche et aussi pour le monde, le public, puis les touristes qui utilisent les quais locaux, très, très nécessaire puis grandement apprécié. Ben, un gros merci à Mme Diane, puis aussi à Dominique. Merci. Merci, M. Galland. This concludes the announcement part of the event. I thank everybody for attending today. This was a positive announcement to our region, and we are all very happy about this. Ceci conclut donc cette annonce. Je remercie tout le monde d'être venu aujourd'hui. Pour terminer, il y aura une période de photos. On va commencer par une période de photos. Ensuite, il y aura des opportunités pour les médias, les gens, de poser des questions suite à la période de photos. Merci. Ok, très bien. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer par M. Leblanc. Vous avez deviné tout à l'heure la raison pour laquelle j'allais vous parler, c'était à propos de ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, il y a les collègues d'Ottawa qui voudraient savoir si la sécurité a été accrue autour du Premier ministre et aussi autour des autres chefs de parti. Et est-ce que la GRC et le Service canadien de renseignement ont fait des recommandations allant dans ce sens? Vous comprendrez que c'est toujours recommandé de ne pas parler de mesures de sécurité précises. Si on annonce qu'on a pris telle ou telle mesure, mais ça enlève un peu le besoin d'être discret en termes de mesures de sécurité. Je peux vous dire, hier, j'ai eu un briefing avec le commissaire de la GRC, le directeur du service de renseignement de sécurité. Ils m'ont parlé de l'ampleur de la menace, ils m'ont parlé de leur vigilance accrue. Le commissaire de la GRC m'a confirmé évidemment que les mesures autour du Premier ministre
sont en place. J'ai aussi communiqué avec M. Poilievre hier moi-même pour lui assurer que la GRC est au travail et que la GRC va prendre toutes les mesures qui s'imposent. Alors moi, j'ai pleine confiance dans le travail de la GRC, j'ai pleine confiance dans le service de renseignement de sécurité et leur capacité d'aller chercher de l'information et de partager avec des corps policiers au besoin. Ok, alors on a beaucoup parlé ces derniers temps de tout ce qu'il y a comme je dirais, environnement toxique autour des élus, des menaces dont ils font l'objet. On a vu ce qui s'était passé avec Mme Freeland. On a vu aussi ce qui s'est passé notamment avec Jack Meeting, le Premier ministre. Quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que vous êtes plus inquiet ou alors, comme vous dites, vous avez parlé avec toutes ces différentes autorités et vous êtes plutôt rassuré? Moi, je suis rassuré que la GRC est capable de prendre les mesures qui s'imposent. Moi, j'ai pleine confiance dans leur travail, j'ai pleine confiance dans le service de renseignement de sécurité qui est au travail afin de chercher des renseignements qui permettent au GRC de prendre des mesures supplémentaires au besoin. Je reconnais, et on a vu ça dans l'espace public, des députés, des élus municipaux qui sont harcelés et qui font face à des menaces complètement inacceptables. Dans une démocratie, l'importance, c'est de s'exprimer lors du scrutin, c'est d'aller voter pour parler, d'exercer son droit de participer dans la politique. On est toujours inquiet quand on voit des incidents de violence comme aux États-Unis. J'ai parlé aussi au secrétaire Mayorkas, responsable de la sécurité intérieure des États-Unis. C'était intéressant. J'étais à Washington la semaine passée et lui et moi, on a discuté les menaces de violence potentielles quand ce qui a trait aux politiciens dans son pays et au Canada. Ça, c'était mercredi soir à Washington et là, on a vu qu'est-ce qui est arrivé samedi soir. Alors, je lui ai parlé encore hier. Évidemment, les services canadiens vont toujours travailler d'arrache-pied avec leurs partenaires américains. Ok, alors ma collègue Kevin a des questions en anglais sur le même On that sujet. same subject, if you could just answer the same question in English, please. Are you worried about yourself personally holding public events after what happened at the Trump rally? No, I have every confidence that the RCMP take all the steps necessary to protect Canadian politicians. Yesterday, I convened a briefing with the Commissioner of the RCMP, the Director of CSIS, the Deputy Minister of Public Safety. They went through the threat landscape. They talked to me about the additional vigilance that they've put in place since the assassination attempt on former President Trump Saturday evening. CSIS is always at work collecting information that helps the RCMP adjust the security posture where necessary. You'll understand that we don't discuss details of particular security measures. That's one of the pieces of advice that we get. But I am confident that the RCMP will do what's necessary to protect elected leaders in Canada. I exchanged messages, text messages with Mr. Poilievre yesterday as well to assure him that the RCMP were in contact with his office. And there again, all of the appropriate steps will be in place to ensure that people can participate in a democracy in a safe way. If you want to change the government, you participate in an election and you go to vote. You don't engage in acts of political violence. That's what's so disturbing about what we saw with former President Trump on Wednesday evening, where innocent people participating in a political event were severely injured, and in the case of one person lost his life. That's obviously worrisome in every democracy. I was in Washington last week and met with Secretary Mayorkas, the Homeland Security Secretary, and on Wednesday evening we actually discussed the increased risk of violence in political campaigns and against political leaders. And then when I spoke to him Saturday evening, when we saw what had happened at President Trump's rally, it reminded us of the importance of working together and taking all the steps that are necessary. Monsieur Leblanc, vous avez parlé de risques accrus de violence. Qu'est-ce qu'il y en a au Canada? C'est quoi votre évaluation du côté du ministère de la Sécurité publique? Mais encore là, on ne va pas donner des détails d'évaluation des menaces. Ça, c'est des documents et le travail de la GRC et du service de renseignement de sécurité. Mais vous avez vu dans la place publique des élus, nos collègues députés, des élus municipaux parler ouvertement de leurs inquiétudes et des menaces souvent en ligne. Souvent, c'est l'espace de l'Internet qui permet aux gens de faire ces menaces-là. Alors, c'est sûr qu'il faut être vigilant, c'est sûr qu'il faut faire confiance
aux autorités policières. Moi, j'ai pleine confiance dans le travail de la GRC. J'ai le privilège de voir leur travail de près, de leur parler souvent, de voir comment ils font des évaluations des menaces et comment compréhensif est leur travail. Alors, il faut leur donner les ressources nécessaires pour faire leur travail. Ça, c'est le travail des ministres comme Diane et moi. Mais j'ai pleine confiance dans leur capacité de prendre des mesures qui s'imposent. Peut-être que je peux reposer la question différemment. Vous parlez de ressources à donner à la GRC. Est-ce qu'il y a une croissance de ressources que vous leur offrez depuis les dernières années? Non, absolument. L'année passée et encore cette année, on a augmenté l'appui financier à la GRC, précisément pour la protection des élus. Mais nous avons aussi réaffecté d'autres ressources qui étaient nécessaires. Alors, moi, j'ai pleine confiance et le commissaire de la GRC m'assure qu'ils vont prendre toutes les mesures nécessaires avec les ressources qui s'imposent. Et s'il y a besoin d'autres ressources supplémentaires, il sait comment me rejoindre. D'ailleurs, il va être ici avec moi demain. Il va être à Grand Digue demain, le commissaire de la GRC. Alors, il sait comment me rejoindre. Il va être chez moi demain soir. Bien, aux États-Unis, il y avait un toit qui était assez proche du lieu où est-ce que le président parlait. Il n'avait pas été vérifié. Est-ce que c'est le genre de choses dont vous avez parlé à la GRC, ce genre de faille de sécurité-là? Bien, deux choses. Encore là, ça, c'est une opération policière qui est dans les mains des policiers. Moi, je ne vais pas commenter sur des opérations policières. J'ai confiance qu'ils savent comment faire leur travail. Et je sais que le secrétaire Mayorkas m'a dit, évidemment, il y a des révisions, que ce soit du service secret des États-Unis. Il va y avoir des enquêtes sur qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut attendre pour voir les faits sur l'événement en Pennsylvanie avant de faire des commentaires à Grand Digue au Nouveau-Brunswick. Just quickly in English, I'm wondering if you're aware of a higher number of threats to Canadian officials. But again, you understand that we don't discuss specific threats, the number of threats, the nature of the threats, who we think the threats are coming from, because it can, in fact, encourage other people to behave and to do things that are obviously unacceptable in a democracy. So we're aware that the RCMP are very much at work, that they have the resources they need to take the measures that are appropriate. You can see in the public space a number of elected people from every party, and in the case of some municipal politicians, have talked about their concerns about specific threats in their own circumstances. Those comments can stand. My job is to make sure that the RCMP and CSIS and other federal agencies are able to do the work that they have to do, and I'm confident that's the case. And just the same question that you answered, but in English. So can you confirm that you've increased funding for the RCMP to do that kind of work to protect public officials? We have, over the last number of years, specifically in the last 2 years, increased the funding to the RCMP so that they'll have all the tools necessary and the people necessary to do the work that Canadians expect them to do in a democracy. This is about ensuring that Canadians can participate in a democratic process safely. It's also about encouraging people to come forward and run for office. If you see discussions about threats of violence, about intimidation, about attacks in social media, it's going to be harder to get good people to come forward and offer themselves to the service of their communities, if it's municipal politicians, provincial or federal. So all of this is important in a democracy to make sure that good people step forward and want to serve their communities and they're free from threats and intimidation or risks of violence. Alors, Madame Le Boutillier, maintenant à vous. Les Terre-Neuviens disent que vous n'auriez pas dû ouvrir la pêche à la morue, que vous favorisez encore les pêcheurs hauturiens avec la levée de ce moratoire et non les pêcheurs côtiers. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, ce que je peux répondre, c'est qu'on travaille avec les pêcheurs côtiers, mais on travaille aussi avec les pêcheurs hauturiers. Puis je veux vraiment dire que les pêcheurs hauturiers là, ramènent du poisson qui vont être travaillés dans nos usines au niveau local. Puis souvent, sur les pêcheurs hauturiers aussi, ce sont des gens locaux qui y travaillent. Donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse développer des pêches qui sont durables, puis que ça crée de l'économie dans nos régions, puis ça crée de la vitalité au niveau de nos régions rurales. Oui, il est même reproche en fait ce qui s'est passé avec les crevettiers durant l'hiver, avec la réouverture de la pêche au sébaste.
Bien, écoutez, d'avoir réouvert la pêche au Sébastien, pour moi, c'est une excellente nouvelle après 30 ans. Les pêcheurs, on a gardé de l'argent dans le fond des pêches pour pouvoir aider autant du côté des pêcheurs, des gens de la capture que des gens de la transformation, de pouvoir adapter leur style de pêche à la pêche au Sébastien. Puis, je peux vous dire, c'est excellent. Ça fait que j'encourage vraiment les gens à consommer le produit. Ok, dernière question, mais vraiment sur un plan plus général. Je constate que depuis quelques temps déjà, je dirais qu'il y a pas mal de récriminations chez les pêcheurs de différents types de pêche. On parlait de la morue, du sébaste et tout. Lorsque vous preniez ce portefeuille-là et quand vous parlez avec M. Leblanc, quel genre de conseil est-ce qu'il vous donne? Est-ce que vous attendiez à ce que ça se passe ainsi? Vous dites c'est toujours comme ça que ça s'est passé, donc c'est pas grave pour moi aussi. Ou alors vous dites que c'est quand même plus difficile que ce à quoi je me serais attendu. Bien, écoutez, je peux vous dire que je viens d'un secteur où j'ai vécu dans le secteur de la pêche toute ma vie. Donc, c'est un milieu que je connais bien. Je connais les pêcheurs et pour moi, c'est important là, de travailler ensemble. Puis, je veux aussi souligner que les prochaines années, on le voit avec les changements climatiques, on n'a pas eu de glace cet hiver dans le Golfe. On le voit, là, on a des beaux étés et des chaleurs, mais on voit là, les sécheresses, les ouragans. Fait qu'il y a des modifications majeures qui vont se faire dans le secteur des pêches au cours des prochaines années. On a des espèces qui disparaissent, d'autres espèces qui réapparaissent. Ça crée des opportunités, puis ça va demander de l'adaptation, mais ça va surtout demander du travail de collaboration entre les pêcheurs qui sont sur le terrain, moi qui sont nos yeux et nos oreilles, et les gens de pêche et océan et les scientifiques pour avoir des pêches durables puis des produits de qualité pour nos enfants, nos petits-enfants, puis arrière-petits-enfants. I'm wondering, Ms. Deputy, if you can answer a question in English. There you go. I'm just wondering how the decisions are made about which small ports get the funding and just how that distribution happens. À propos des ports pour petits bateaux, la distribution, comment que les projets sont alloués? OK. Bien, écoutez, ce qu'on regarde, c'est... puis c'est sûr qu'il y a des argents importants qui ont été mis. Donc, on regarde au niveau des débarquements, on regarde au niveau des pêcheurs dans l'état actuel des quais. Donc, c'est de cette façon-là que les décisions se prennent. Parce que les quais sont importants. C'est des infrastructures de développement économique qui créent de la richesse, autant du côté des pêcheurs, mais comme je disais, tout ce qui gravite autour des quais de pêche, la construction navale, les gens qui en font la réparation, le tourisme. Donc, c'est important pour nous de regarder dans tous les aspects, puis de continuer d'investir dans le secteur des ports pour petits bateaux. And to all the fishermen sort of wondering, when can we expect these changes to begin? What does the timeline look like? À propos des prochains projets, quand est-ce qu'on prévoit que ça commence? Bien, on va s'assurer, l'annonce qui s'est faite ce matin, donc on va s'assurer d'aller en appel d'offres pour de pouvoir établir les contrats rapidement pour pouvoir faire en sorte de commencer le plus tôt possible les travaux pour nos ports pour petits bateaux. Puis on comprendra que l'annonce qui s'est faite ce matin, on ne va pas faire de travail pendant les saisons de pêche. Donc, on veut laisser aux pêcheurs le temps de bien faire leur travail pour que les travaux débutent là, dès que les saisons de pêche sont terminées. Donc, est-ce que c'est le fédéral qui décide des travaux ou c'est juste des fonds qui sont alloués puis vous les approuvez? Les projets sont présentés, on discute des projets, les fonds sont alloués, puis par la suite, les projets se travaillent avec Pêche et Océan Canada au niveau des appels d'offres. Donc, le travail se continue avec les fonctionnaires. OK, d'accord. Puis vous avez parlé de collaboration tout à l'heure, de changement climatique. Est-ce que vous pouvez juste nous parler de votre relation avec les autres ministères? Là, on est avec M. Leblanc. J'imagine qu'avec M. Guilbeault, il y a beaucoup un diagramme de Venn là, qui se fait. Bien, effectivement, on travaille en étroite collaboration, autant avec le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, avec Jonathan Wilkinson, qui est aux ressources naturelles, parce que quand on parle d'éoliennes, on parle de marée motrice, on parle ça fait que c'est important là, que les différents ministres travaillent ensemble. Puis je vous dirais, la ministre qui est responsable des régions rurales, la ministre Hodgkin, fait que vraiment, Dominique, s'assurer aussi, parce qu'on va parler de sécurité en mer, pour moi, c'est important, la cohabitation entre les pêcheurs allochtones et les pêcheurs autochtones. C'est tout un travail de collaboration, puis aussi avec les provinces. D'ailleurs, je dois rencontrer les ministres des pêches des provinces
à l'île du Prince-Édouard à la mi-août, justement pour discuter des enjeux puis de l'avenir des pêches. Donc, pour moi, c'est important, la chaîne, de rester connecté autant avec les administrations portuaires, les associations qui représentent les pêcheurs, les gens des sciences. On doit travailler en concertation pour vraiment se préparer pour des pêches du futur puis des nouvelles opportunités. Donc, les travaux qui vont être faits vont être inspirés de ce qui a été dit par Environnement et Changement climatique Canada. Effectivement, effectivement, parce qu'on le voit, le niveau des océans augmente, les tempêtes sont de plus en plus grosses, puis on l'a vu avec Fiona, là, ça a été quand même, c'est impressionnant là, ce qui se passe. Il faut être en mesure de pouvoir faire face à ce qui se passe là, actuellement au niveau du climat. Merci. Merci. Ça va?